Un cycle qui n'en fait qu'à sa tête. C'est une source de frustration pour beaucoup de monde. Mais et si on changeait de perspective? Et si, au lieu de voir ça comme un problème à réparer, on le voyait comme un message? Un message que notre corps essaye de nous faire passer. Dans cette analyse, c'est exactement ce qu'on va faire. On va apprendre à décoder ces signaux. Alors, allons-y. Plongeons direct dans le vif du sujet. L'idée de base, elle est assez simple en fait. Un cycle irrégulier, c'est bien souvent juste la partie visible de l'iceberg. C'est le symptôme d'un déséquilibre qui est bien plus global. Et les coupables? Eh bien souvent, ce sont des facteurs comme le stress ou une glycémie qui joue au yo-yo et qui viennent mettre le bazar dans toute notre belle mécanique hormonale. Bon, avant d'aller plus loin, mettons-nous d'accord sur ce qu'on appelle un cycle irrégulier. En gros, on considère un cycle comme irrégulier s'il dure moins de 21 jours ou au contraire plus de 35 jours, ou alors si sa durée change de plus de 5 jours d'un mois à l'autre. Si cette description fait écho, il faut savoir que c'est une situation hyper courante et surtout, ce n'est pas une fatalité. Ok, alors voici le plan pour notre enquête. D'abord, on va décoder les signaux. Ensuite, on va se pencher sur deux suspects principaux, le stress et ce qu'on met dans notre assiette. Après ça, on verra comment les plantes et l'hygiène de vie peuvent nous donner un coup de main. Et on finira par quelque chose de super important, savoir quand il faut absolument aller voir un pro. Première étape, décoder les signaux. Et là, il y a un truc essentiel à comprendre. Pour avoir un cycle régulier, tout, mais vraiment tout, tourne autour d'un événement clé, l'ovulation. Il faut qu'elle soit de bonne qualité et qu'elle arrive à peu près au même moment. La grande majorité des irrégularités, surtout les cycles qui s'éternisent, viennent de là. Une ovulation qui est soit en retard, soit qui ne se produit pas du tout. C'est vraiment la pièce maîtresse de tout le puzzle hormonal. Maintenant, intéressons-nous au suspect numéro 1, le grand ennemi silencieux, le stress. Et attention, on parle surtout du stress chronique, celui qui s'installe. Il faut l'imaginer comme une sorte de pirate qui vient détourner tout le navire hormonal. Et son arme secrète, c'est une hormone qu'on connaît tous de nom, le fameux cortisol. Essayons de visualiser un peu ce qui se passe. C'est une vraie réaction en chaîne. Quand le corps perçoit un stress, il se dit « attention, danger » et passe en mode survie. Pour ça, il se met à produire beaucoup de cortisol. Le problème, c'est que ce cortisol, notre fameux pirate, vient directement voler les ressources nécessaires à la progestérone. Le cerveau, lui, reçoit le message « alerte rouge » et décide de mettre en pause tout ce qui n'est pas vital pour la survie immédiate, comme la reproduction. Et les résultats, c'est simple, l'ovulation est retardée, voire complètement bloquée. Alors, soyons clairs, le but c'est pas d'éliminer le stress, c'est juste impossible. Non, l'idée c'est plutôt d'envoyer au corps des signaux contraires, des signaux de sécurité pour faire contrepoids. Et pour ça, la clé, c'est la régularité. Mieux vaut faire un petit peu chaque jour qu'une grosse session de temps en temps. 5 minutes de cohérence cardiaque, un peu de yoga doux avant de dormir, 10 minutes de méditation ou même juste une petite balade dans la nature. Si c'est fait régulièrement, ça suffit à dire au corps « Hey, tout va bien, tu peux te détendre ». Ok, on a parlé du stress. Passons au deuxième grand perturbateur. Et celui-là, il se trouve dans notre assiette. On va parler du lien direct et super puissant entre ce qu'on mange et nos hormones. Plus précisément, on va parler de la stabilité de la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Regardez un peu comment ça marche. Quand on mange des glucides tout seul, c'est les montagnes russes pour notre corps. Hop, le taux de sucre grimpe en flèche, ce qui force une grosse décharge d'insuline. Et cette insuline en excès, elle peut carrément bloquer l'ovulation. Maintenant, imaginez l'inverse. On mange les mêmes glucides, mais cette fois accompagnés de protéines et de bonnes graisses. Et bien là, les montagnes russes se transforment en une petite balade en barque. La glycémie reste stable et les ovaires sont contents. C'est probablement le geste alimentaire le plus puissant pour la régularité du cycle. Pour fabriquer des hormones, le corps a besoin de briques de construction, de matières premières. C'est logique. Les bonnes graisses, comme celles de l'avocat ou des noix, ce sont les précurseurs directs des hormones. Les protéines, elles, sont là pour la structure. Les glucides complexes, eux, donnent l'énergie sur le long terme. Et puis, il ne faut pas oublier les petites étincelles qui font tourner le moteur. Le magnésium, le zinc, les vitamines B, tout ça, c'est indispensable. Bon, une fois que les bases sont solides, c'est-à-dire qu'on gère mieux le stress et que l'assiette est plus équilibrée, on peut aller chercher un petit coup de pouce supplémentaire. C'est là que les plantes et certains compléments entrent en jeu. Il faut vraiment les voir comme des alliés qui viennent nous soutenir. Et s'il y a une plante star dans ce domaine, c'est bien le gâtillier. Son mode d'action est juste fascinant. En fait, cette plante communique avec le cerveau, elle lui envoie un message pour l'encourager à produire plus de progestérone. Et la progestérone, c'est l'hormone reine de la deuxième partie du cycle, celle qui est cruciale pour avoir une ovulation de qualité. Bien sûr, le gâtillier n'est pas tout seul. La feuille de framboisier, par exemple, est géniale pour tonifier l'utérus. Le gingembre est un super anti-inflammatoire, parfait pour les crampes. Et la camomille, on la connaît bien, elle aide à calmer le système nerveux. Mais attention, point super important, les plantes, ce n'est pas anodin, c'est puissant. Il est donc vraiment recommandé de se faire accompagner par un professionnel avant de se lancer.
Allez, on continue notre investigation avec 2 autres piliers de la santé. On a tendance à les sous-estimer et pourtant leur impact sur nos hormones est direct et massif. Je parle bien sûr du sommeil et de l'activité physique. Le sommeil, on l'oublie tout le temps, mais c'est le régulateur hormonal numéro 1. C'est la nuit que le corps fait son grand ménage, qu'il se régénère et qu'il rééquilibre les hormones, en particulier le cortisol. Du coup, un manque de sommeil, pour le corps, c'est un stress énorme. C'est un signal de danger suffisant pour qu'il décide de mettre le cycle menstruel en pause. Des trucs tout simples comme couper les écrans 1 heure avant de dormir, ou essayer d'avoir des horaires réguliers, ça peut vraiment, vraiment tout changer. Passons au mouvement. Alors là, la question est un peu plus subtile. L'exercice ami ou ennemi du cycle? Eh bien, la réponse c'est un peu des deux. C'est une vraie arme à double tranchant. Voilà le truc. Un mouvement modéré, c'est super bénéfique. Ça aide à gérer le stress, ça améliore la sensibilité à l'insuline, bref, ça soutient le cycle. Mais à l'inverse, le surentraînement, ça crée un énorme déficit d'énergie. Le cerveau, lui, il interprète ça comme une menace pour la survie. Et sa réaction, il coupe tout ce qui n'est pas essentiel, et la reproduction en fait partie. Donc comme souvent, tout est une question de juste milieu. Maintenant, on arrive à un point crucial. Toutes ces approches naturelles, c'est un soutien extraordinaire. Mais il faut être lucide, elles ont aussi leurs limites. Et il est absolument essentiel de savoir reconnaître les signes qui nous disent « là, il faut consulter un médecin ». Quels sont ces signaux d'alerte? Si les règles sont absentes depuis plus de 3 mois, si on a des douleurs pelviennes qui sont vraiment intenses, si on observe des saignements entre les cycles, ou si les cycles sont toujours plus courts que 21 jours. Dans ces cas-là, il ne faut pas attendre. Ça peut être le signe d'une condition médicale comme le SOPK ou de l'endométriose. Et pour ça, il faut un vrai diagnostic médical. Pour conclure cette exploration, il faut retenir une chose. Retrouver un équilibre, c'est un chemin, ce n'est pas un sprint. L'idée, c'est de commencer petit, un seul changement à la fois. D'observer ce qui se passe et surtout, d'être patient. Le but, ce n'est pas la perfection, loin de là. C'est plutôt de construire pas à pas une sorte de partenariat, une alliance bienveillante avec son corps. Ce qui nous amène à une dernière question pour la route. Et si finalement, la solution n'était pas de réparer un problème? Et si la régularité commençait tout simplement par l'écoute? Si la clé, au fond, c'était d'abord et avant tout d'apprendre à s'écouter?